Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce nouveau forum. État d'urgence sanitaire pour 3 mois, couvre-feu, fonds de solidarité de 400 milliards de francs CFA, gratuité de l'eau et de l'électricité pour les tranches sociales, une batterie de mesures annoncées par le chef de l'État togolais pour contrer le coronavirus. Est-ce que ces mesures d'accompagnement vont suffire pour riposter contre la pandémie? Nous allons le voir avec notre invité de cette semaine, le ministre togolais en charge des droits de l'homme, le ministre Christian Trimouan, qui nous fait l'honneur d'être au plateau aujourd'hui. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, monsieur Bocor. Bonjour aux téléspectateurs. Pour cette première partie, nous allons échanger sur les différents sujets évoqués et les téléspectateurs auront la possibilité de vous poser des questions à travers nos réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook et Twitter en direct et nous aurons le plaisir d'avoir vos réponses. Nous sommes à leur disposition. Et comme je l'ai annoncé tantôt, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, le président togolais, a pris la parole finalement cette semaine pour annoncer une batterie de mesures dans le cadre de la riposte contre la pandémie du coronavirus. Le chef de l'État togolais que nous écoutons, un court extrait, et nous revenons au plateau pour les commentaires. Face à la gravité de la situation et en conformité avec les dispositions constitutionnelles, je décrète l'état d'urgence sanitaire au Togo pour une période de 3 mois. Cette disposition de notre Constitution, jamais mise en œuvre dans l'histoire récente de notre nation, est la preuve, s'il en était, de la gravité de la situation à laquelle nous sommes tous confrontés. L'état d'urgence nous permettra d'adopter des mesures exceptionnelles de riposte sanitaire et de police générale qu'imposent les circonstances actuelles. Un couvre-feu sera mis en place à compter du 2 avril 2020, et ce, jusqu'à nouvel ordre, entre 19h et 6h du matin. J'ai donné à cet effet des instructions au gouvernement pour réajuster les horaires de travail pour qu'elles en tiennent compte. Le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé. Monsieur Christian Trimouan, avant de revenir à ce discours, comment jugez-vous la situation du Togo aujourd'hui par rapport à cette pandémie? Est-ce qu'elle est préoccupante, inquiétante? Vous savez, cette pandémie en elle-même est déjà très préoccupante en soi, par le mode de contamination, le mode de transmission qui est invisible et les délais dans lesquels on se rend compte qu'on est malade, ce que les médecins appellent les délais d'incubation. En 2-3 jours après, qui peuvent aller jusqu'à 14 jours. Ça veut dire que pendant 14 jours, vous ne savez pas si vous êtes contagieux ou pas, et vous continuez à contaminer. Et donc, ce mode-là, naturellement, est inquiétant. Mais il y a un mois, pratiquement jour pour jour aujourd'hui, que le Togo a connu son premier cas. Et très objectivement, quand on regarde la courbe ascendante dans laquelle nous sommes actuellement, le rythme est quand même, d'une certaine manière, assez retenu. Nous sommes à une quarantaine de cas. Dans 3 semaines pour voir si... Pour voir un peu, on continue à surveiller. Vous savez, l'ensemble du mécanisme de surveillance est mis en place aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui apparemment à une quarantaine de cas actifs, confirmés plutôt, dont 17 guéris. Nous avons malheureusement perdu 3 de nos compatriotes. Donc, globalement, dans la moyenne, nous avons une vingtaine de cas actifs aujourd'hui. Quand on le compare à la moyenne des autres pays, je pense que le rythme togolais commence à être maîtrisé. Mais encore une fois, nous ne pouvons véritablement le maîtriser que si tous les compatriotes jouent le jeu des mesures barrières. Se laver les mains, tousser dans son coude, s'assurer véritablement de l'hygiène nécessaire et garder de la distance les uns par rapport aux autres. Il me semble que si les uns et les autres jouent le jeu, nous pouvons commencer à contenir véritablement l'évolution. Mais je pense qu'aujourd'hui au Togo, quand on regarde globalement la courbe, elle continue à monter effectivement, mais on est quand même dans quelque chose qui est encore maîtrisé. Pas raison de paniquer. Non, nous ne devons pas paniquer, mais nous devons prendre la mesure de la gravité de la chose. Le chef de l'État l'a dit dans son discours tout à l'heure, vous avez passé un extrait. Il me semble que chacun doit être conscient que nous sommes à un moment grave de notre pays et nous sommes dans un moment dangereux. Mais cela dit, il ne faut pas paniquer parce que précisément, nous devons aborder le sujet la tête froide. Nous aurons l'occasion de revenir dans les détails sur les mesures annoncées par le chef de l'État qui a pris la parole, pour certains tardivement. Pourquoi a-t-il mis tant de temps pour s'adresser à sa nation?
Alors, le chef d'État a peut-être pris la parole un mois après les premiers cas, un peu plus de 3 semaines après, mais les actions ont commencé avant. Rappelez-vous que la première réunion, le comité stratégique, les premières réunions ont eu lieu avant le premier cas actif au Togo. Et donc, il y a une anticipation sur la pandémie dès qu'elle a été signalée dans différents autres pays, et notamment à partir du moment où nous avons connu un premier cas sur la terre africaine, c'était au Nigeria, fin mars à peu près. Et donc, au fond, quand on regarde, fin février à peu près, quand on regarde chez nous, vous avez vu les mesures que le chef d'État a annoncées dans son adresse à la nation. Ce sont des mesures quantifiées qui nécessitent des concertations préalables. Et donc, le président de la République ne pouvait pas prendre la parole tant que nous n'avions pas fait le tour du sujet, les mesures d'accompagnement, les conséquences des restrictions que nous allions poser pour pouvoir faire de la prévention et également les engagements financiers qu'on devrait faire pour pouvoir renforcer notre plateau en termes d'accueil. Et donc toute cette concertation avec les acteurs sociaux concernés, les calculs des techniciens, etc. était nécessaire. Et c'est ce qui a fait que nous avons différé la prise de parole du chef de l'État de sorte à donner les éléments de consistance qui permettaient que les annonces qui seront faites par le chef de l'État soient automatiquement opérables. Et que nous ayons des chiffres concrets, nous avons des mécanismes en place pour qu'à la suite des annonces du président de la République, naturellement, la mécanique derrière se mette en œuvre. Et donc, c'est essentiellement cette question de mise en œuvre technique des mesures qui a fait que le discours du chef de l'État a été différé. Mais au fond, le chef de l'État ne s'est pas exprimé si tard, puisque nous sommes dans le premier mois encore, et il me semble que sur un phénomène que personne n'attendait, que personne ne maîtrise véritablement, avoir un peu de recul avant de s'exprimer à la nation, de s'adresser à son peuple, il me semble que c'était important. Oui, mais c'était peut-être en comparaison avec ce que les autres ont fait dans les autres pays pratiquement. Tous les autres chefs d'État ont pris la parole très tôt. Oui, vous savez, chaque pays a sa stratégie et chaque pays a ses contraintes. Nous, les nôtres, sont liés à ce que je viens de vous expliquer, la nécessité d'une préparation. Vous verrez que, par exemple, dans un certain nombre de pays, les chefs d'État ont dû intervenir 2 ou 3 fois successivement. C'est-à-dire qu'une première parole un peu moins précise et au fur et à mesure de l'événement, avoir une parole plus précise. Nous avons choisi d'aller à la précision immédiatement, mais vous noterez que tous les mécanismes de prise en charge, le comité stratégique, le comité de coordination a été mis en place, et puis tous les petits comités sectoriels qui devaient prendre en charge la mécanique ont été mis en place. Donc il était nécessaire que l'appareillage complet qui conduit la riposte soit en place, qu'ensuite nous puissions délivrer les besoins nécessaires et qu'à partir de ce moment-là, le chef de l'État puisse faire les annonces qu'il faut. Monsieur le ministre, la gestion de cette crise a révélé une fois encore la fragilité du système de santé au Togo. Qu'est-ce qui explique cette faiblesse dont on a toujours parlé? Alors vous savez, la fragilité de notre système de santé, mais globalement quand même d'un certain nombre de mécanismes sociaux chez nous, date de nos crises politiques. Je crois que d'une manière ou d'une autre, il faut que nous tirions les conséquences en disant, à l'avenir, évitons le plus possible de multiplier les crises politico-économiques dans notre pays. Là, nous avons longuement parlé de ça, notamment pendant la campagne électorale, etc. On a beaucoup repris un peu les bilans des 15 dernières années, l'évolution progressive dans la remise en place de l'État. Et donc, le système de santé faisait partie du mandat social. Un travail a commencé. Les crises de 2017 ont ralenti le processus de remise en place, par exemple, de tout notre plateau technique dans les hôpitaux, de construction de nouveaux hôpitaux. Et donc, aujourd'hui, face à une crise comme ça, nous en payons un peu le coup, d'une certaine manière. Il faut qu'on en prenne conscience. Et donc, à partir de maintenant, naturellement, le président de la République a repris la main sur cette partie du mandat et qui fait que nous accélérons naturellement la remise en place du plateau technique, la réflexion de nos structures sanitaires. Mais vous savez, c'est un programme qui est long. Hein. C'est pas qu'un seul hôpital à réflexionner. Pour l'instant, nous allons sur le plus préoccupant, qui est la prise en charge des malades qui sont issus de cette pandémie, plus les cas contacts que nous avons et tous les mécanismes de prévention. Mais nous souffrons aujourd'hui effectivement d'une fragilité d'un système de santé qui lui-même est la conséquence de nos crises successives et qui ont impacté l'économie togolaise et impacté tout notre dispositif social. Mais est-ce qu'on peut encore convoquer cette crise pour expliquer la fragilité du système de santé quand on sait que depuis 2006, le Togo a renoué ses relations avec les institutions financières internationales et que depuis là, votre pays n'a pas connu de crise majeure. Mais vous savez, vous avez suivi comme nous l'actualité togolaise depuis 2007, si vous reprenez la reprise de la coopération. Si vous voulez, pour commencer à construire, naturellement, on est parti d'abord des questions politiques qu'il fallait régler. C'était un préalable nécessaire. Tant que sur le plan politique, on était en dissension, qu'il y avait toutes ces querelles, il n'était pas possible de faire des actions concrètes sur le terrain. Et ça a été réglé. Ensuite, il fallait relancer l'économie pour avoir les moyens de la politique sociale.
Et donc ça, le président de la République l'a également fait. Puis la troisième dimension, c'était d'attaquer maintenant le chantier social. Et c'est pendant ce chantier social que nous avons connu un peu ces retards qui sont intervenus en 2017 et 2018, le long dialogue que nous avons eu, la crise de 2017, etc. Bon, aujourd'hui, ce ne sont pas des faits justificatifs. Ce on essaye de dire, c'est que tirons les conséquences pour l'avenir. Aujourd'hui, le président a relancé la machine médicale dans notre pays. Donc aujourd'hui, les centres sont en train d'être réhabilités. On a beaucoup parlé des scanners dans nos hôpitaux. Aujourd'hui, des commandes de scanners sont lancées. On en aura au moins 2 dans chaque région qui sont en cours, qui vont être livrés, à mon avis, d'ici la semaine prochaine ou les jours à venir. Donc ces questions sont en train d'être réglées au fur et à mesure. Mais ce que nous disons aujourd'hui, c'est pas pour justifier l'état actuel, c'est que nous le gardions comme une leçon pour l'avenir. Quelles que soient nos querelles, faisons en sorte qu'elles n'impactent pas durablement l'économie du pays et les actions sociales de notre pays. Parce que d'une manière ou d'une autre, il y a une génération qui paiera la facture plus tard. Et quand on rentre dans une pandémie comme celle-ci, où on a besoin d'avoir des hôpitaux disponibles, prêts à accueillir immédiatement, ça devient quand même un point de faiblesse important. Donc nous relevons le défi actuellement. Le président de la République a donné les instructions nécessaires, a dégagé les moyens pour que ces travaux se fassent et se feront effectivement à la correction d'un budget qui est en cours. Nous sommes encore dans le premier trimestre de notre année budgétaire. Et donc, on est encore en début d'année budgétaire aujourd'hui. Bon, on est en train de faire les efforts nécessaires. On va récupérer les moyens financiers qu'il faut pour engager ces chantiers importants que le président a lancés. Mais encore, une fois, gardons cela en esprit en disant plus jamais ce genre de choses dans notre pays. Sinon, nous sommes fragilisés. Mais, avant en tout cas, que les matériels commandés n'arrivent, parlons de l'existant. Est-ce que vous avez côtoyé le plateau technique de près? Vous êtes plus juriste que médecin. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous voyez la réalité? Est-ce que ça vous fait peur? Parce qu'il peut arriver à tout le monde de tomber malade. Et nous soyons à Lomé, contrairement à ce que beaucoup pensent. Pas tout le monde. En tout cas, moi, je me soigne à Lomé. Et beaucoup de mes collègues également. Et donc, naturellement, nous côtoyons ces réalités de nos compatriotes. Ce ne sont pas des choses qui nous sont inconnues. Mais vous savez, nous l'avons dit, notre longue lutte vient de loin. Nous nous rappelons encore que nous sommes passés d'un budget de 250 milliards il y a une dizaine d'années, c'est vrai, à 1400 milliards, mais avec tout un cheminement et des besoins qui se sont multipliés par X à la fois, et tout est pressé en même temps. Il n'y a pas que le médical. Vous avez vu les réclamations d'augmentation de pouvoir d'achat. Donc, toutes ces questions, naturellement, amènent, et nous reconnaissons la fragilité de notre système de santé, en particulier sur la disponibilité des infrastructures et le plateau technique. Mais un travail de renforcement est en cours. Il n'est pas encore arrivé à son point le plus élevé, mais il y a un travail constant qui se fait pour améliorer ce plateau technique, pour améliorer les infrastructures sanitaires aujourd'hui. Nous avons des hôpitaux qui sont en réhabilitation, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a nous la avons des commandes de matériel. Centre de référence. Il y a le centre de référence qui sera réceptionné au mois de juillet. Nous espérons qu'il n'y aura pas trop d'impact sur la réception qui est prévue au mois de juillet. Mais enfin, le calendrier du mois de juillet est toujours maintenu pour le centre Saint-Pélégrin. Mais au-delà du centre Saint-Pélégrin, nous avons actuellement lancé la réhabilitation des autres infrastructures CHU, CHR à l'intérieur du pays. Et puis les équipements, notamment pour cette pandémie précisément, des équipements ont été mis dans tous ces centres-là pour pouvoir faire de la prévention, faire les tests rapides et pouvoir faire la prise en charge. On est en train de le renforcer. Je parlais tout à l'heure des scanners, mais nous avons également commandé, par exemple, des respirateurs. Nous avons une première commande de 50 qui arrive la semaine prochaine. Pourquoi il n'y en avait pas? Même pour l'Afrique, c'est une calamité. Aujourd'hui, les pays les plus pendant que des pays en ont 12 000, 13 000, 20 000, oui. Il n'y en a pas 5, il n'y a pas 10 dans nos pays. Vous savez, aujourd'hui, c'est un besoin mondial. Et aujourd'hui, tout le monde réclame la même chose. Nous avons encore de la chance. Nous avons commandé là, en tout et pour tout aujourd'hui, 250 respirateurs qui vont être livrés par le gouvernement. Ah bon, 250? Oui, nous avons 250 qui sont en cours actuellement de livraison et qui vont arriver, qui vont équiper tous nos centres. Mais encore, regardez, si vous suivez l'actualité dans les autres pays, aujourd'hui, tout le monde demande aux mêmes fournisseurs. C'est-à-dire que vous avez une surdemande par rapport à l'offre qui est disponible. Mais nous avons de la chance, nous avons pu en récupérer quand même une commande de 250 qui vont arriver chez nous. Donc, une fois encore, sur ces questions liées à l'état de nos structures de santé, mais globalement nos infrastructures sociales dans l'ensemble. Vous savez, quand un pays est en crise ou en difficulté, c'est toujours le social qui paye la facture en premier, qui supporte, si vous voulez, les premières fragilisations sont sur le social, l'école, la santé et les prises en charge sociales. Et donc aujourd'hui, quand on regarde un peu comment ça fonctionne, nous, finalement, on ne s'en sort pas si mal que ça. Je donne un exemple, l'État assume aujourd'hui la totalité des coûts de la prise en charge de la pandémie. Nous avons lancé un système de couverture sociale qui commence à monter véritablement en puissance et le président avait annoncé que cette couverture sociale couvrirait la totalité des Togolais. Donc pour l'instant, nous avons une bonne partie qui est prise en charge
depuis l'INAM, nous l'étendons aux Institut artisans. national d'assurance maladie. Oui, l'Institut national d'assurance maladie au Togo. Et donc, nous avons une partie supplémentaire qui est en train d'être étendue aujourd'hui aux artisans, aux étudiants, etc. Mais dans le cas de cette pandémie, c'est la totalité des cas qui sont pris en charge par l'État togolais. Personne ne débourse un franc, ni pour les tests, ni pour la prise en charge. Pour le moment, c'est une quarantaine de cas. Quand ça va grimper, oui, donc 20 cas actifs actuellement. Oui, est-ce que quand ça va grimper, on ne l'espère pas, est-ce que l'État sera en mesure de faire face à ses responsabilités? Non, le président de la République a annoncé très clairement que l'État assumerait la charge. Donc, quel que soit le chiffre auquel on arrivera, l'État assumera la charge. On ne le mettra pas à la charge de nos compatriotes. Le chef de l'État, justement, a annoncé plusieurs mesures, dont la plus importante, la centrale d'ailleurs, c'est l'état d'urgence sanitaire, pour un délai de 3 mois. Est-ce que ce délai est raisonnable, monsieur le ministre? Alors, vous voyez, il y a un an, nous avons fait une modification de notre constitution. Un peu comme si on sentait venir la crise. Et pourtant, voilà, d'une certaine manière, c'est de l'anticipation. Et dans cette constitution, initialement, il était prévu que l'état d'urgence était pris par le gouvernement, par le président de la République, pour une période de 15 jours, puis ensuite prorogé par le Parlement. Et nous avons porté à 3 mois au mois de mai 2019. C'est ce qui nous sauve aujourd'hui d'une certaine manière. Parce qu'avec les règles de regroupement qui sont faites, le Parlement togolais compte 91 personnes. Nous étions à une centaine de personnes initialement pour les règles de rassemblement. Aujourd'hui, nous sommes passés à 15. Pas plus de 15 personnes ensemble dans un même endroit. Et donc, d'une certaine manière, même pour cela impacte aussi le fonctionnement du Parlement. Aujourd'hui, si nous avions cette possibilité d'étendre un état d'urgence sanitaire sur 3 mois, ça nous laisse donc 3 mois de visibilité, d'action à prendre, le temps que le Parlement puisse nous faire éventuellement une prorogation si la crise devait aller au-delà des 3 mois. Nous espérons que dans les 3 mois, elle sera jugulée. Mais si elle devait aller au-delà, effectivement, nous demanderons l'autorisation du Parlement. Mais nous avons cette précaution. Ça veut dire que si entre-temps, la crise se résout plus tôt, naturellement, on abrogerait l'état d'urgence sanitaire. Donc les 3 mois sont une prévision d'actions urgentes qui sont lancées aujourd'hui par le président de la République. Mais dans ces 3 mois, effectivement, selon l'évolution de la crise, ça pourrait s'étendre ou se réduire. Qu'est-ce que ça veut dire en termes juridiques, un peu le commun des mortels, un état d'urgence? Qu'est-ce que ça traduit? Quelles en sont les conséquences sur la vie de la nation? L'état d'urgence dans son ensemble et l'état d'urgence sanitaire particulièrement, nous avons un texte au Togo, une ordonnance qui a été prise et qui règle les conditions de l'état d'urgence, donc qui vient en appui aux dispositions constitutionnelles. Dans la Constitution togolaise, c'est l'article 94 de la Constitution togolaise qui règle la question. L'état d'urgence, c'est un état dans lequel il est proclamé lorsque il y a un danger. Le mot utilisé, c'est le péril imminent. Un danger imminent qui guette la nation, qui guette les populations. Ça peut être l'ensemble du territoire, ça peut être une partie du territoire, et qui nécessite que des mesures urgentes soient prises à un pas accentué. Et donc, on proclame l'état d'urgence pour annoncer à la nation que dans cette période-là, nous devons agir avec diligence. Et nous allons prendre un certain nombre de mesures. Et en même temps, l'état d'urgence permet de prendre des mesures qui sont restrictives d'un certain nombre de libertés. Je dis restrictive, attention, ce n'est pas attentatoire. Le mot est différent. On peut restreindre les espaces, par exemple, la liberté de circulation. Aujourd'hui, nous avons une règle qui a été prise aujourd'hui qui dit on ne peut pas sortir de l'intérieur d'une préfecture. Lomé, le grand Lomé qui comporte les préfectures du Golfe et d'Aguay-Nivé, sont un espace clos, si on peut le dire de cette manière. Vous ne pouvez pas sortir de Lomé pour aller vers d'autres préfectures. Parce qu'on ne veut pas que la maladie soit exportée vers d'autres préfectures qui sont saines pour l'instant. Et donc l'état d'urgence permet de prendre ce genre de restrictions puisque dans l'article 14 de la Constitution togolaise, l'une des raisons pour lesquelles on peut éventuellement restreindre les libertés, c'est lorsque la santé est mise en cause. Donc nous avons la sécurité, nous avons la liberté et les droits fondamentaux d'autrui, et puis nous avons la santé. Donc, dans notre cas précis, cette fois-ci, c'est un état d'urgence sanitaire pour annoncer que c'est précisément pour des raisons de préservation de la santé de la population que cet état d'urgence a été proclamé. Donc, vous verrez les mesures qui ont été prises. Vous verrez par exemple le couvre-feu qui a été lancé. Cela correspond bien évidemment à l'état d'urgence sanitaire dans lequel nous sommes et qui vise à restreindre les mouvements la nuit pour pouvoir permettre aux gens d'être chez eux et éviter les contacts, la multiplication des contacts. Donc, il y a un certain nombre de mesures comme ça qui peuvent être prises en période d'état d'urgence, qui en temps de paix ou en temps normal auraient demandé des procédures spéciales, un peu plus complexes, un peu plus longues. L'état d'urgence permet d'agir avec urgence, rapidement,
et puis en jouant sur des mécanismes qui, en temps normal, ne relèvent pas toujours du pouvoir exécutif. Vous avez relevé une des mesures, le couvre-feu, qui fait couler beaucoup d'encre de salive. Couvre-feu, interdiction de sortir entre 20h finalement et 6h du matin. Alors, quelle est la pertinence de cette mesure? Est-ce que le virus est plus dangereux la nuit que le jour? Alors, la question, c'est pas tant le virus qui est plus dangereux, c'est peut-être nos comportements, nous-mêmes, qui sont plus dangereux pour nous. La nuit que le jour? Je vous donne un exemple. En semaine, quand vous êtes dans une semaine de travail normale de lundi à vendredi à peu près, pratiquement de 7h à 18h, la plupart de nos compatriotes vaquent à leurs occupations. Et donc, ils sont concentrés sur leur travail, sur leurs revenus, leurs activités génératrices de revenus. Les contacts qu'ils ont pendant cette période sont des contacts professionnels. Ça veut dire que si nous appliquons pendant cette période de travail les règles barrières que nous avons évoquées, donc les mesures barrières, se laver les mains, garder de la distance, nous pouvons juguler cette période de travail. Mais à partir du soir, à 18h, quand on sort du travail, on reste dans l'attitude détente et loisir. Regardez un peu le soir. En rentrant à la maison, on s'arrête pour une bière dans un bar avec des copains. On va voir quelques amis, on salue la famille avant de rentrer chez soi le soir. Et puis certains s'attardent un peu plus tard la nuit parce qu'on est sorti du boulot, on veut déstresser. Et c'est à cette période-là précisément que la vigilance se relâche. Ce n'est pas tant parce que le virus circule la nuit. C'est parce qu'à partir de ces moments-ci, nous sortons de nos travails où nous avons été harassés toute la journée et que nous revenons en mode détente et parfois la vigilance baisse. Et quand vous observez, vous verrez les débits de boissons chez nous, la plupart des lieux s'animent le soir et les week-ends en général. Et donc, si vous voulez freiner cette partie de la maladie, naturellement, il faut interdire ces actions de nuit. La seule façon de le faire, c'est de mettre un couvre-feu. On a accompagné le couvre-feu d'une mesure d'ajustement des horaires de travail qui lui-même a deux objectifs. Le premier, naturellement, c'est de permettre à nos compatriotes, entre la fin du couvre-feu à 6h du matin et la reprise du travail à 9h, de pouvoir s'organiser pour pouvoir arriver à leur travail à 9h. Et puis à 16h, de pouvoir sortir tôt et de pouvoir arriver chez eux avant le couvre-feu de 20h. Mais il y a un deuxième objectif à cet horaire. Vous verrez que de 9h à 16h, nous avons à peu près 7 heures. Sur une journée de 24 heures, ça voudrait dire que nous faisons en sorte que le contact professionnel ne soit limité qu'à 7 heures sur 24. Donc, nous réduisons le temps de contact physique près des 2/3 du temps habituel que nous avions. Vous réduisez la vie à l'essentiel. À l'essentiel, exclusivement à l'essentiel. Et donc, quand vous prenez de 9 heures à 16 heures, quand vous sortez de chez vous, normalement, vous pouvez rentrer directement chez vous. À partir de 17 heures, vous êtes chez vous, vous fixez votre couvre-feu à partir de 17 heures à la maison. Si vous aviez quelques courses à faire, vous pouvez les faire rapidement avant de rentrer chez vous pour être prêt pour 20 heures. Donc, ce n'est pas tant le chiffre 20 heures qui est important, c'est le fait que nous souhaitons pouvoir réduire le temps de contact public pour ceux qui travaillent au strict minimum. Aujourd'hui, nous avons divisé la journée quasiment par 3, dont les 2/3 sont une forme de confinement, je ne voulais pas utiliser cette expression, mais une forme de confinement et d'autoconfinement qui est laissée parce qu'il n'y a pas d'obligation professionnelle à ce moment-là. Et donc, sur les 7 heures que nous avons, si nous jouons sur les mesures barrières, nous jugulons ces 7 heures-là, mais nous avons encore les 2/3 du temps où nous sommes éloignés du public, nous sommes en famille, chez nous à la maison, et nous sommes ainsi préservés de la maladie. Vous savez, des pays comme les nôtres, ou quasiment en Afrique, je ne sais pas combien de pays sont capables de le faire, il n'y a pas beaucoup de pays africains qui sont capables aujourd'hui de faire un confinement total, comme nous voyons dans les pays européens, pour les raisons évidentes que vous savez, sur le mode de vie de nos compatriotes, sur le mode de ressources qu'ils ont, sur la capacité à fournir des ressources à ceux qui seront confinés à domicile et pouvoir à leur nourriture, à leur boisson, etc. pendant la période de confinement. Nos pays ne sont pas armés pour pouvoir faire face à ce genre de choses. Et donc la stratégie vise à dire, nous essayons de faire en sorte que le temps de contact public soit le plus réduit possible. Et nous avons estimé que de 9h à 16h était déjà suffisant. Maintenant, le reste du temps, naturellement, chacun doit pouvoir prendre les dispositions nécessaires pour s'éloigner de tout regroupement possible. Je vais revenir sur le couvre-feu tantôt, sur le déroulement, et notamment certains incidents qui ont été signalés. Mais je voudrais parler d'un petit flottement qu'il y a eu. Vous avez dit tantôt que vous avez pris 1 mois pour planifier les actions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a été annoncé d'abord le début du couvre-feu à 19h et puis le lendemain, patatras, on repousse à 20h sans préparation préalable, sans communication préalable? Alors, on a communiqué quand même autour du fait qu'on est repoussé. Alors, l'intérêt, c'est qu'on a repoussé, on n'a pas rapproché. Oui. Donc, normalement, ça laissait encore 1 heure supplémentaire à nos compatriotes. Parce que le discours du président est intervenu le premier au soir à 20h au journal de 20h. Et donc, la mesure commençait le lendemain matin à 19h initialement. Un certain nombre de nos compatriotes
nous nous sommes rendus compte qu'ils n'avaient pas suivi les informations et donc les prendre de court immédiatement sur 19 heures, pour certains qui étaient éloignés, n'ont pas eu le temps de revenir. Donc le président de la République a estimé qu'il fallait repousser un peu l'heure pour permettre aux uns aux autres de pouvoir arriver chez eux à temps. C'est pour ça qu'on a repoussé à 20 heures le premier jour. Mais vous savez, le discours est intervenu le 1er avril, qui est un mercredi. Naturellement, si nous avions pris 3 semaines avant l'intervention du président pour faire la préparation des éléments nécessaires à ce discours et des actions qui doivent suivre, pour l'instant, le grand public n'était pas encore associé à la démarche, puisque le grand public découvre le discours et le contenu du discours au moment où le chef de l'État le délivre à la nation. Et donc, vous avez naturellement, au début d'une mesure importante, ou des mesures importantes, comme celle qui a été annoncée par le chef de l'État, vous avez des petits temps d'ajustement nécessaires. Alors, ça tombe bien parce que nous avons eu jeudi et vendredi avant le week-end, qui nous a permis aussi de tester la mesure et de voir comment, là où nous avons peut-être péché dans la conception théorique des choses, avec les calculs que nous avons faits, comment le grand public le réceptionne et les ajustements qui peuvent intervenir. Alors, je voudrais vous rassurer là-dessus. Nous avons ces jours, mais encore dans les jours à venir, vous aurez des ajustements au fur et à mesure, parce que nous sommes devant une pandémie qui nous demande de nous adapter constamment. Et nous avons des comportements de grand public à gérer qui vous impose aussi de vous adapter constamment. Donc, que nos compatriotes et que tous ceux qui suivent avec nous cette période ne soient pas trop surpris ou choqués, nous serons toujours en permanence dans des ajustements, parce que nous gérons presque ensemble au quotidien l'évolution de la crise, le comportement des uns et des autres, le fait que les gens suivent les mesures barrières ou pas, le fait qu'ils respectent le couvre-feu ou non, le fait que la pandémie accroît ou se réduisent, etc., vont guider l'action. Donc nous devons être tous informés. Et c'est pour ça que j'invite encore nos compatriotes à se tenir surtout informés. C'est le plus important. Il faut suivre aujourd'hui tous les médias togolais pour pouvoir être au courant des décisions qui sont prises au fur et à mesure et pouvoir s'adapter au rythme qui est imposé. C'est ça la notion d'urgence dans le mot état d'urgence. Le mot urgence est très important. Oui, mais maintenant le couvre-feu qui est censé limiter la propagation du virus a apporté à certains endroits un autre virus, c'est le virus du bâton. Monsieur le ministre des Droits de l'Homme, expliquez-nous en français facile, comment on en arrive à des bastonnades quand il s'agit de couvre-feu pour confiner la population le soir. Alors je dois le dire à la suite de mon collègue du ministre de la Sécurité et de la Protection civile que ce sont des événements que nous regrettons profondément et nous voulons encore appeler au professionnalisme des forces de l'ordre. Le chef de l'État l'a dit dans son discours. Il s'agit ici d'abord de faire de la pédagogie sur un phénomène qui est nouveau pour tous nos compatriotes. Donc la répression n'est pas le mode idéal pour cela. Et nous avons dit naturellement que c'est d'abord de la pédagogie qu'il faut faire. En même temps, l'attention de nos compatriotes, il me semble qu'il y a des mesures qui sont prises, il faut les respecter, il faut les suivre et vraiment les respecter. Il ne faut pas braver ces mesures, il ne faut pas tenter de vouloir voir qu'est-ce que ça va donner si je sortais éventuellement, qu'est-ce qui allait se passer. Parce que nous sommes devant une force de 5000 hommes, c'est vrai, qui est chargée de 2 grandes missions. La première, c'est de nous sécuriser puisque pendant le couvre-feu, les rues sont vides. Donc la devanture des magasins est exposée. Il n'y a personne dans la rue pour contrôler personne. Donc, naturellement, les forces de sécurité sont déployées pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Contre les voleurs, contre les délinquants qui pourraient éventuellement vouloir profiter de cet instant pour commettre leur forfait. Et puis la deuxième mission, c'est de faire respecter les mesures qui ont été prises. Ça veut dire d'une certaine manière qu'on ne peut pas avoir une force sans force, puisque ces forces-là ne sont pas dotées d'armes létales. Elles ne sont pas de pistolets, elles n'ont pas d'armes à feu. Et donc, d'une certaine manière, il faut qu'ils aient les moyens de la contrainte. N'oublions pas que nous sommes devant une pandémie sur laquelle nous sommes en train de dire que le contact physique doit être restreint. Je ne dis pas pour expliquer ce qui a été fait, je dis aussi pour que nos compatriotes comprennent qu'il ne faut pas braver la mesure parce que, d'une certaine manière, la force va devoir s'appliquer pour pouvoir contraindre les gens à respecter et la sécurité des personnes et des biens et les mesures qui sont prises. Et donc, on peut très bien comprendre qu'à défaut d'armes, à défaut de possibilités physiques, à défaut d'arrêter les gens, de les mettre en prison, nous venons d'en libérer 1048. On ne va pas les reprendre parce qu'ils ont bravé un couvre-feu pour les remettre en prison. Naturellement, que les forces se sont dotées de moyens dissuasifs. Et nous espérons que les forces de l'ordre l'utilisent uniquement à une fin dissuasive, pas à une application. C'est-à-dire tenir par exemple une matraque ou tenir une chicotte en main de sorte à pouvoir dissuader. Tant qu'on reste dans la dissuasion, il me semble qu'il n'y a pas encore d'extrapolation. Mais quand on commence à l'appliquer et à l'appliquer de façon indistincte, il me semble que là, effectivement, il y a une atteinte fondamentale aux droits de l'homme. Et nous appelons encore une fois en disant, si cela continue naturellement, les auteurs de cela seront sanctionnés. Oui, mais vous dites si cela continue, ce qui est déjà fait. Non, mon collègue de la sécurité avait déjà annoncé que ces personnes seront sanctionnées. Donc, c'est pour ça que je prends la suite, en fait.
Je ne remets pas en cause ce qu'il a déjà dit, puisqu'il a déjà annoncé des sanctions pour ceux qui ont commis ces violations. Pour tous ceux qui commettront encore des violations, naturellement, ils seront sanctionnés, comme mon collègue du ministère de la Sécurité l'avait déjà annoncé. Donc, une fois encore, nous ne pouvons pas saper le moral des forces de sécurité qui font un travail important. Nous leur disons, restez dans la pédagogie et dans la dissuasion. Mais le problème, c'est cela quelles consignes vous leur donnez? Est-ce qu'ils sont préparés en amont pour pouvoir assumer convenablement, comme vous le dites? Est-ce qu'ils ont compris leur mission? Qu'est-ce qui leur a été dit? Est-ce que vous leur avez parlé comme il faut? Alors moi, je ne commande pas cette force. Naturellement, il faudra peut-être voir avec les commandants de la force quelles sont les consignes concrètes qui ont été passées à cette force. Mais moi, encore réagissant comme ministre des droits de l'homme, naturellement, je rappelle que les droits de l'homme dans cette période sont fondamentaux. Il faut les respecter. On ne peut y porter atteinte que dans la proportion autorisée par la loi. Et cette loi dit pour l'instant que nous agissons sur les limitations de mouvement, les limitations de regroupement, mais nous n'agissons pas encore sur le physique. Il n'est pas question de faire des sanctions physiques sur les personnes. On peut dissuader, on peut encourager, on peut faire de la pédagogie, mais véritablement toutes les personnes qui porteront atteinte physiquement à nos compatriotes dans cette période, et notamment pour avoir bravé un couvre-feu simplement, ce ne sont pas des voleurs qui sont pris en train de ce serait encore des voleurs qui seraient en train de casser une boutique. Je serais le premier, naturellement, à dire, bon, écoutez, d'une certaine manière, on n'a pas le choix, il faut un coup de chicotte pour dissuader. Oui, je peux encore le comprendre, même si je suis ministre des droits de l'homme. Mais enfin, ces personnes qui sont simplement sur la voie de la circulation, il me semble que la mesure était les actions qui ont été posées étaient excessives. Oui, mais que faut-il faire maintenant dans ce cas? Certains ont été blessés. Alors, en tant que ministre en charge des droits de l'homme, pour ces personnes-là, que faut-il faire? Naturellement, ceux qui sont blessés seront pris en charge, bien évidemment, comme nous sommes en train de prendre en charge les autres. Le ministère de la Sécurité a pris des dispositions à ce niveau et mes collègues sont en train de travailler cela. Donc, s'il y a des personnes qui ont été blessées dans cette période, qu'elles se signalent et puis nous prendrons les dispositions nécessaires. Certainement que les téléspectateurs vont revenir sur ce sujet-là quand il s'agira de vous poser des questions en direct à travers nos réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook et puis Twitter. Au chapitre des mesures sociales, le chef de l'État a déclaré la gratuité de l'eau et de l'électricité, mais seulement pour les tranches sociales. Certains disent que c'est un menu fretin. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes devant une situation où ce qui est important, le chef de l'État avait mis 2 mots importants dans son discours. Le premier mot, c'est la mobilisation générale contre la pandémie. Le deuxième mot, c'est la solidarité vis-à-vis des plus faibles. Il ne s'agit pas d'une période où on fait des cadeaux parce qu'il y a Covid-19, où tout est gratuit. J'entends dire qu'il faut que le téléphone soit baissé. Il faut justifier pourquoi le téléphone doit être baissé. Est-ce que ça va dans le sens de la lutte contre la pandémie? Si oui, naturellement, la mesure est justifiée. Nous avons encouragé aujourd'hui au télétravail et le gouvernement travaille avec les fournisseurs d'accès Internet pour que le coût d'Internet soit baissé parce que nous encourageons à l'utilisation du télétravail. Sur les mesures d'eau, par exemple, nous avons besoin de l'eau pour nous laver les mains, puisque nous avons dit que c'est l'une des mesures barrières importantes. Et donc, la question, c'est de faire en sorte que les plus vulnérables d'entre nous, ceux qui, en temps normal, n'ont pas suffisamment de ressources, c'est ceux qui, naturellement, utilisent de l'eau pour vivre convenablement, mais qui ne font pas d'excès, qui n'arrosent pas les jardins, qui n'ont pas leur véhicule avec de l'eau, et donc qui ont des factures qui explosent. Pour l'électricité, c'est la même chose. C'est ceux qui utilisent l'électricité pour s'éclairer, pour leur vie quotidienne, mais qui ne mettent pas de climatiseur en place ou d'appareils électroménagers qui sont extrêmement consommateurs. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que ces personnes, qui la plupart du temps sont parmi les artisans, ou par exemple les conducteurs de taxi-moto, ou qui sont dans les métiers du quotidien, les métiers de main, comme on dit d'habitude, que ces personnes qui vont subir le contre-coup des mesures de restriction que nous sommes en train de mettre en place ne soient pas mises en situation de devoir perdre l'eau et l'électricité dans leur maison. Il ne s'agit pas d'apporter une réduction de facture à tous ceux qui consomment habituellement de la climatisation chez eux, etc. Et donc la mesure ici, quand on dit, elle couvre quand même plus de 340 000 ménages au Togo, cette mesure dont on est en train de parler. Et la bonne nouvelle, c'est qu'initialement, nous étions partis sur l'idée de ne prendre en charge que exclusivement les plus vulnérables. Depuis vendredi dernier, la réflexion du gouvernement a évolué. Cette tranche sociale sera prise en charge pour tout le monde, y compris pour les fonctionnaires qui, initialement, n'étaient pas envisagés dans la mesure. Donc maintenant, à partir de la semaine prochaine, naturellement, les factures qui vont venir sur l'eau et sur l'électricité, la première tranche qui est la tranche 0 de la tranche sociale, vous verrez qu'elle sera mise, les 40 premiers kilowattheures et les 10 premiers mètres cubes sur toutes les factures seront annulés pour tout le monde. Et puis ceux qui ont des factures supérieures paieront les autres tranches. Mais l'idée, c'est de faire en sorte que tous nos compatriotes qui ne consomment exclusivement que cette tranche sociale ne soient pas privés du minimum
dans cette période. Donc, pour ceux qui utilisent par exemple des prépayés, des compteurs prépayés, au début du mois, ils seront automatiquement chargés du montant pour l'électricité et pour l'eau de l'attente sociale. Pour les autres, ils verront une exonération sur leur facture, une annulation de cette ligne-là sur leur facture, mais ils paieront le supplément. Donc voilà l'évolution qui a été faite depuis la fin de la semaine dernière et pendant le week-end pour que maintenant tout l'ensemble des concitoyens togolais soient pris en charge dans ces mesures sociales, de sorte que les plus pauvres ne soient pas laissés pour compte. Donc je dis encore une fois, c'est plus de 340 000 ménages qui sont couverts. Vous voyez que ce n'est pas du menu fréquent. Oui, mais les plus vulnérables, monsieur le ministre, c'est ceux qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de régie d'eau, qui n'ont pas de branchement d'électricité. Oui. Ceux-là ne sont pas concernés par cette mesure. D'une certaine manière, vous prenez par exemple aujourd'hui, nous avons pour l'eau, par exemple, initialement, pour un branchement d'eau, c'était de 100 000 francs CFA pour le branchement d'eau. On l'a réduit à 75 000. Précisément pour cette mesure, si le branchement d'eau est revenu à 25 000 pour faciliter, naturellement, l'accès à l'eau à beaucoup. Les programmes de forage qui existaient aujourd'hui, continuent aujourd'hui, vont même être augmentés. Le gouvernement est en train de lancer aujourd'hui un parc de forage. Les chiffres vont évoluer encore. Pour l'instant, il est d'à peu près 1200 forages supplémentaires, mais il va évoluer et qui va couvrir les milieux où il y a un besoin urgent d'eau dans cette période-ci, pour pouvoir permettre à nos compatriotes de disposer d'abord de l'eau, puisque l'eau est la matière première nécessaire à la première mesure, qui est le lavage des mains. Et ensuite, pour l'électricité, naturellement, on fait également la même facilité à nos compatriotes. Mais je rappelle que sur l'électricité, il s'agit de ceux qui ont une connexion, ce qu'on appelle les 2 fils, d'abord, et qui ont un ampérage inférieur à 10 ampères. C'est-à-dire qu'en gros, c'est ceux qui ne consomment pas d'appareillage lourd chez eux. Donc, toutes ces personnes-là, naturellement, seront couvertes et leur permettra d'avoir de l'électricité de l'eau à disposition pendant cette période. Alors, il est également annoncé un programme de transfert monétaire pour aider les Togolais qui seront les plus affectés par la crise. Alors, quel sera le montant de cette cagnotte Le montant de cette cagnotte n'est pas encore connu. Parce qu'il y a une équipe technique qui continue à travailler là-dessus. Parce qu'il y a un recensement à faire. Il y a diverses couches qui sont concernées de toutes catégories. Si vous prenez aujourd'hui les conducteurs de taxi-moto, parce que pour l'instant, la mesure impacte, si je prends sur les transports aujourd'hui, il est interdit à tout conducteur d'engin à 2 roues de prendre un passager. Que ce soit un engin personnel ou un taxi-moto. Dans la zone de Lomé, pour l'instant. Pour l'instant, cela ne couvre exclusivement que le Grand Lomé, c'est-à-dire les préfectures d'Aguagne-Ivé et la préfecture du Golfe. L'intérieur du pays, au fur et à mesure des besoins, on pourra étendre la mesure. Mais pour l'instant, il n'y a, et j'insiste là-dessus, pour l'instant, il n'y a que le Grand Lomé qui est concerné par cette mesure. Donc vous avez les taxis-motos qui sont, et les tricycles, qui eux continueront à prendre quand même de la marchandise, mais ne peuvent pas prendre des personnes. Donc ils vont être impactés sur leurs revenus par la perte qu'ils vont avoir sur ce qu'ils tiraient du transport de personnes. Cette catégorie, pour le Grand Lomé aujourd'hui, globalement, les chiffres sont à peu près maîtrisés, puisqu'un travail concerté a été fait avec les syndicats, les associations qui les regroupent, les entreprises qui les gèrent, etc. Nous avons aujourd'hui un chiffre du nombre qu'ils sont à peu près. À côté, vous avez, par exemple, tous ceux qui ont fait du microcrédit, qui également vont être impactés, qui vont rentrer dans cette catégorie. Et puis vous avez d'autres compatriotes qui sont impactés. Je prends les artisans, qui ne relèvent pas tous du Fonds national de la finance exclusive, ou qui ont d'une manière ou d'une autre, qui ont été impactés dans leur quotidien par ces mesures-là. Ces personnes doivent être recensées. Et à partir du recensement qui va être fait, naturellement, nous aurons la masse globale des personnes concernées. Et à ce moment, la cagnotte peut être véritablement déterminée. Mais nous disons, et le président l'a répété dans son discours, aucun Togolais ne sera laissé pour compte. Ça voudrait donc dire que nous devons examiner la situation de sorte à n'oublier personne. Mais quel que soit le coût que ça donne, aujourd'hui, ces compatriotes seront pris en charge pour leur permettre de traverser cette période difficile. Nous aurons les éléments techniques sur les montants, mais vous convenez avec moi que ce ne sont pas des montants que nous donnerons publiquement, puisque les corporations concernées, elles le savent. À la limite, ce sont les concernés qui sont intéressés par le montant. Ce n'est pas du voyeurisme sur ce qu'on donne aux uns aux autres. Mais, par exemple, pour les étudiants, une discussion a eu lieu, ils savent à peu près de quoi il s'agit. Quelle garantie ont les citoyens aujourd'hui que cette cagnotte ne va pas se transformer en gratification que vous allez donner à vos militants, parce que nous venons de sortir d'élection? Est-ce que vous allez en donner aussi aux autres militants des autres partis politiques? Non, vous voyez, c'est justement ce genre d'idées un peu malsaines. Mais ce n'est pas vous que je le reproche. Il faut me le reprocher. Non, vous faites le porte-parole de ce que vous entendez. Qu'il faut éviter, véritablement. Nous sommes sortis des élections.
même si on était en période électorale encore, nous sommes aujourd'hui dans un sauvetage national ensemble. Il ne s'agit pas... Mais quand le coronavirus arrive, est-ce qu'il choisit les militants d'un parti qu'il contamine et il en laisse d'autres? Non. Votre voisin peut-être de quelle coloration politique, vos enfants jouent ensemble, ils les contamineront, ils seront contaminés, vous serez contaminés. Non, je crois qu'il faut dépolitiser complètement ce sujet, le sortir des questions partisanes, des questions d'analyse politique aujourd'hui ou de la critique d'un gouvernement. Nous sommes sur une question citoyenne et patriotique. Tous les Togolais sont pris en charge indistinctement de leur origine, de leur sexe, de leur coloration politique, de leurs opinions religieuses, etc. Nous devons sauver la nation. Si vous laissez un seul Togolais contaminé, la nation entière est contaminée. Monsieur le ministre, merci. Le corps enseignant, je dis le corps enseignant, le corps médical a beaucoup d'appréhension en raison de la surcharge du travail et des risques de contamination. Le ministre en charge de la santé, de même que celui de la fonction publique, les deux ont rencontré le corps médical en milieu de semaine pour les rassurer des mesures prises et de l'accompagnement du gouvernement pour les aider à faire le travail. Un petit retour sur cet événement et la suite de notre discussion dans un instant. Dans les pays africains, l'inquiétude est palpable au sein du personnel soignant face à cette nouvelle pandémie du coronavirus. Au Togo, ils redoutent en grande partie la défaillance des systèmes de santé actuels. Face au gouvernement togolais ce mardi à Lomé, les délégués syndicaux de base du système sanitaire ont été rassurés. Le gouvernement est en train de prendre toutes les dispositions en termes d'acquisition d'équipements, de matériel pour s'assurer que le combat, la lutte contre la pandémie puisse aboutir. Tout ce qui doit être fait, au-delà même de la situation actuelle, pour nous assurer de la mise à niveau de notre système de santé, aucun effort ne sera épargné. Pour l'heure, les organisations syndicales de base attendent que le gouvernement tienne parole et équipe les centres de prise en charge de façon qu'ils soient en mesure de faire face à cette nouvelle pandémie du coronavirus. Nous avions donc sollicité auprès du gouvernement beaucoup d'engagement pour que nous puissions avoir ces épis et aussi d'autres mesures relatives au personnel travaillant dans les centres de prise en charge réels. Et le gouvernement a reçu nos doléances et se propose rapidement de pouvoir y porter une solution efficace. Nous sommes là pour faire notre travail, mais nous demandons au gouvernement, à tous les Togolais, de nous aider à avoir ces mesures de protection pour nous permettre de nous sauver mutuellement. Il y a une dizaine de jours, le Togo a annoncé des mesures de lutte contre le nouveau coronavirus et renforcé la surveillance des mesures individuelles et collectives de prévention et de protection. Le compte à ce jour dans le pays est de 34 cas de Covid-19 officiellement déclarés, dont 10 guéris et un décès. Et les chiffres ont évolué depuis. Nous en sommes à 41 cas confirmés aujourd'hui. Monsieur le ministre, on va répondre à quelques questions des téléspectateurs, puisqu'ils sont en direct aussi sur WhatsApp, sur Facebook et sur Twitter. On commence avec le 90 29 80 90. Monsieur le ministre, vous dites que certaines villes du Togo sont bouclées, mais comment expliquez-vous qu'entre Palimé et Lomé, par exemple, et vice-versa, les populations vont et viennent? Le seul bémol est que les passagers sont retenus sur la route pour une longue durée par les forces de défense et de sécurité. Les voitures sont bondées comme d'habitude et les tarifs sont surélevés. Monsieur le ministre, qu'en dites-vous? Alors, je ne sais pas si celui qui a posé la question a actualisé depuis la dernière le discours du président. Les questions sont posées en direct. Oui, tout à fait. Mais est-ce qu'il a... Ça, c'était des questions qui se posaient avant le discours du président de la République, où à l'époque, nous avions boucler la ville de Tchévier, Palimé et Sokodé, plus bien évidemment Lomé à l'époque. Aujourd'hui, la mesure est étendue à l'ensemble des préfectures. On ne peut plus entrer ou sortir des préfectures. Donc le dispositif s'est modifié légèrement aujourd'hui et naturellement, ce qu'il évoque, notamment lorsqu'il y avait des contrôles, on a toujours eu un petit problème de précision de l'information aux agents qui étaient chargés d'assumer le contrôle de l'application de cette mesure. Depuis, l'information s'est affinée et donc il me semble qu'on devrait de moins en moins voir ce genre de bouchons se créer à l'entrée ou à la sortie des villes. Vous savez, comme on dit toujours, au début d'une mesure importante comme celle-ci, naturellement, il faut réajuster encore une fois. Je l'avais dit en début de démission, on ajustera l'information au fur et à mesure. Regardez par exemple l'incident qui s'est produit hier lorsqu'on a dit que des taxis-motos à Kara ont eu un mouvement d'humeur. C'est dans la même
la même veine, une information a été passée en disant qu'il s'agit uniquement d'une mesure de limitation des transports dans le Grand Lomé. L'information, malheureusement, n'est pas parvenue assez tôt à ceux de l'intérieur. Et donc, les forces de sécurité ont commencé à l'appliquer à l'intérieur, ce qui a fait qu'il y a eu une sorte de malentendu sur la méthode d'application de cette mesure. Aujourd'hui, cette information a été corrigée, elle a été clarifiée par le ministère de la Sécurité, le ministère des Transports, et il me semble qu'aujourd'hui, les choses sont rentrées dans l'ordre. Donc, de la même manière, sur ces contrôles qui sont importants et qui sont aussi des choses nouvelles, nous continuerons à sensibiliser les agents afin que la mesure soit appliquée dans la meilleure manière de compréhension pour qu'on évite d'avoir ces contacts et ces regroupements qui sont faits à l'entrée des villes. On va répondre au 91 25 27 79. 91 25 27 79. Il nous dit salut monsieur le ministre, pour le problème de bastonnade, je pense que les gens parlent seulement, ils disent seulement qu'on les a tapés, mais bien évidemment ils ne disent pas leur réaction une fois face aux soldats au moment du couvre-feu. Il faut que tout le monde respecte les consignes. Nos frères soldats ne sont pas là pour taper, alors même si vous êtes arrêtés, au moins soyez courtois et respectueux. C'est pour notre propre bien. Oui, je pense qu'il a totalement raison. Moi-même, j'ai fait un peu le tour de la ville vendredi dernier en sortant d'une émission sur notre chaîne en ville, et j'ai pu constater que les agents de sécurité sont très courtois quand on les aborde. Mais en même temps, parallèlement, vous avez vu, le gouvernement a interdit l'accès à la plage. Mais vous avez vu les événements. Nos compatriotes sont allés braver cette mesure et ont même caillassé les forces de l'ordre qui étaient venues leur dire que c'était interdit de se balader sur la plage dans cette période, en leur lançant des cailloux. Il est évident que le policier n'étant pas un mur, il est fait de chair et de sang, naturellement, il est aussi sensible à la violence dont il peut être victime lui aussi. Et donc, il me semble que nous sommes dans une période délicate dans laquelle les uns et les autres doivent avoir beaucoup de courtoisie. Nous devons avoir beaucoup de sympathie les uns pour les autres, aborder les sujets le plus simplement possible, s'expliquer quand il faut s'expliquer, et puis une fois encore, faire en sorte qu'on utilise le moins possible le recours à la force ni à la réaction violente. Ça permettrait aux uns et aux autres d'être dans les meilleures dispositions pour que nous puissions accomplir cette mission dans cette période difficile pour chacun. On va répondre à un étudiant 90 47 13 28. 90 47 13 28. Salut, je suis Nassirou depuis Agoué. Bonjour monsieur le ministre. Qu'en est-il pour nous les étudiants qui ne pouvons pas rejoindre les parents au village compte tenu des barricades, des voies, ni avoir du ravitaillement? Et pire, ils font de temps en temps les taxis-motos, c'est désormais interdit aussi. Oui. Alors, l'université, le président de l'université de Lomé a pris déjà une première mesure d'accompagnement des étudiants qui sont restés bloqués dans les cités universitaires. Une partie des étudiants qui sont concernés par ces besoins seront pris en charge sur les transferts monétaires. Donc, ils sont inclus également dans cette prise en charge des transferts monétaires qui seront faits. Encore une fois, il faut qu'on puisse finir l'identification pour que cette mesure se mette rapidement en place. Nous allons marquer une pause. Merci, monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions des téléspectateurs. On va marquer une pause pour une nouvelle édition du journal. Nous nous retrouvons dans une dizaine de minutes pour la seconde partie de New World Forum.